Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur Africable, la première chaîne panafricaine, et bienvenue dans Politique. Il aura été la grande révélation des législatives 2007 au Mali. Candidat au poste de députation, il aura fallu une coalition de l'ensemble des grands partis politiques du pays pour le terrasser au second tour face à Ibrahim Boubacar Keïta, alors candidat aux législatives sous la bannière du RPM, le parti présidentiel d'aujourd'hui. En 2009, le jeune expert comptable qui a bâti sa notoriété sur les actions de développement dans sa commune s'est fait élire maire en commune 4 du district de Bamako. En 2010, il lance sa propre formation politique Yéléman, entendez changement en Bambara, la langue locale, et participe à la présidentielle de 2013. Ministre de l'urbanisme et des politiques de ville dans le premier gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta, il sera nommé Premier ministre 8 mois plus tard, poste qu'il occupera jusqu'en janvier 2015. En tout état de cause, Moussa Mara, puisque c'est de lui qu'il s'agit, se pose désormais comme un homme politique avec qui il faut compter dans l'avenir. Monsieur Moussa Mara, bonsoir. Bonsoir, Barry. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre du Mali, président du parti Yéléman. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout à fait normal. Comptant sur votre sens élevé de l'humour, on va commencer cette émission par votre barbe, Monsieur Moussa Mara. Cette barbe qui est un signe distinctif de votre personnalité. Au plan du marketing politique, certains experts pensent que c'est une instrumentalisation de la foi religieuse à des fins purement politiciennes. Dans un pays comme le Mali, qui vit encore le traumatisme de l'occupation djihadiste, c'est une aberration politique, non, Moussa Mara? Je ne sais pas si c'est une aberration politique. Il faut croire que non, puisque j'ai cette barbe depuis, je pense, au moins 2009. Ma candidature aux élections communales, l'élection dont vous parlez et que j'ai remportée. Personne ne m'a fait de remarques ni négatives ni positives sur celle-ci. Nous sommes un pays, comme vous le dites, un pays religieux où il y a la religion musulmane, la religion catholique, la religion musulmane qui est ultra majoritaire, et où donc les électeurs ont l'habitude de voir des barbes, sur les hommes politiques. Je ne suis pas le seul homme politique qui porte la barbe, et de voir les barbes sur les leaders, qu'ils ce soit les leaders administratifs, la société civile ou ailleurs. Je crois que c'est quelque chose qui ne détonne pas, et je ne suis pas sûr qu'on vote pour quelqu'un parce qu'il porte des barbes. Sinon, autrement dit, on aurait eu beaucoup plus de candidats portant des barbes aussi longues que leur cravate ou que votre cravate de ce soir. Sincèrement, pour ce qui me concerne en tout cas, ça n'a absolument rien de politique. Ceux qui pensent que c'est une façon d'instrumentaliser la religion à des fins purement politiques s'appuient sur un certain nombre de faits. Vous côtoyez beaucoup les leaders religieux et pendant que vous étiez Premier ministre, on vous a vu se promener de mosquée en mosquée pour les prières de vendredi, organiser des cérémonies de rupture de jeûne à la primature en grande pompe avec une armada de journalistes. C'est une instrumentalisation de la religion à des fins politiques. Encore une fois, comme vous avez décrit mon parcours depuis 2007. Si vous avez eu la chance de me côtoyer depuis avant 2007, vous vous rendrez compte que beaucoup de choses que j'ai faites pendant le moment où j'étais ministre ou Premier ministre, je l'ai fait naturellement depuis pas mal d'années. Moi, j'ai comme trajectoire ou comme volonté de vivre ma foi et de ne pas la cacher. Je ne l'instrumentalise pas. Je me conduis comme croyant, que je sois responsable public ou pas. Aujourd'hui, je ne suis pas dans un poste de responsabilité publique. Mais ce que j'ai fait pendant le temps où j'étais Premier ministre, je continue à faire tout à fait naturellement aujourd'hui. Oui, mais avant d'être Premier ministre... Et je le faisais avant. Avant d'être Premier ministre, on ne vous a pas vu dans toutes les mosquées de Bamako, mais étant Premier ministre, vous avez fait tout le tour de toutes les mosquées de Bamako. Vous savez la différence c'est quoi? C'est qu'avant d'être Premier ministre, je n'avais pas de sirène avec moi. Je ne faisais pas peut-être l'objet d'autant d'attention. Mais en tant que maire, en tant que ministre,
en tant que Premier ministre, aujourd'hui en tant qu'expert comptable, leader de parti politique, j'ai exactement les mêmes rapports avec la religion, les mêmes façons de faire, les mêmes rapports avec les leaders religieux. Monsieur Moussa Mara, votre passage à la primature a été assez bref. Est-ce que vous savez aujourd'hui les véritables raisons de votre limogeage à moins d'une année après votre nomination? Est-ce que c'est un problème, c'est lié à votre compétence à diriger l'équipe gouvernementale? Je pense, si je raisonne de manière factuelle et que je vous réponds de manière factuelle, d'abord, la latitude de se séparer du Premier ministre revient entièrement au chef de l'État. Le chef de l'État choisit le Premier ministre pour des raisons qui lui appartiennent et il décide de s'en séparer pour des raisons qui lui appartiennent. Donc, cette question est beaucoup plus à poser au chef de l'État qu'à moi-même. Ce que je peux simplement dire, c'est que le président de la République a décidé de changer de Premier ministre en janvier dernier, de manière tout à fait républicaine et normale. Je l'accepte et je continue à appartenir à la majorité présidentielle et à soutenir cette majorité présidentielle. Le plus important, c'est de souhaiter les meilleures chances possibles à l'équipe qui est venue après moi et de continuer à l'accompagner. C'est tout à fait républicain. C'est tout à fait républicain. Ce que je retiens simplement, c'est que j'ai quitté mes fonctions de Premier ministre dans les meilleures conditions possibles en termes de rapport et avec le Premier ministre entrant et avec le chef de l'État. La preuve, le chef de l'État a cru bon me décorer 2 semaines après mon départ de la primature, ce qui est, je pense, un signe au moins de... C'est courant, ça. Je dirais, ça. Bon, je ne sais pas si c'est courant, mais en tout cas, moi, je considère cela au moins, je pense, comme un signe de bonne relation, de bonne collaboration. Bonne relation et bonne collaboration qui continue aujourd'hui. Depuis que vous avez quitté la primature, combien de fois avez-vous rencontré le président Keïta? Plusieurs fois. Je peux vous dire plusieurs fois. Et ce que nous nous sommes dit, je le garde pour moi et le président le gardera pour lui. Une date précise? À plusieurs dates. Plusieurs dates. Nous sommes rencontrés officiellement, nous nous sommes rencontrés officieusement. Il n'y a absolument aucun problème entre le président de la République que nous soutenons, que mon parti soutient, que je soutiens, et à qui je souhaite le meilleur pour réussir au profit des Maliens. Selon les informations que nous avons à notre disposition, venant de sources généralement très bien introduites, vos rapports ne seraient plus au beau fixe. La preuve, quand vous avez quitté la primature, vous avez continué à lui envoyer des SMS, comme on dit très souvent, et un beau jour, il se serait même énervé et il vous a dit de ne plus lui envoyer un message. Encore une fois, je le dis, mais vraiment de manière sereine. Mes rapports avec le chef de l'État sont cordiaux, sont bons. C'est d'abord des rapports de tonton à neveu. Oui, mais vous a-t-il dit de ne plus lui envoyer des SMS encore? Absolument pas. Vendredi dernier seulement, j'ai échangé un SMS avec le chef de l'État. Donc, juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de conjectures, et c'est normal, dans le cadre de notre vie politique, c'est tout à fait normal, où souvent les rumeurs prennent le pas sur la réalité. Mais le fond, je pense que le fond reste le même et le fond est le plus important. C'est-à-dire comment faire en sorte que cette majorité plurielle, variée, composite à laquelle j'appartiens, puisse travailler et servir le mandat du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est le plus important. Monsieur Moussa Mara, quoi qu'on dise, votre limogeage prématuré n'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que vous auriez dû accepter ce poste, sachant bien que vous n'en avez aucune légitimité de l'occuper? N'importe quel Premier ministre, dans une république où le régime est semi-parlementaire, mais où, de fait, l'essentiel de la légitimité revient au chef de l'État, n'importe quel Premier ministre aujourd'hui ne peut se prévaloir d'une légitimité absolue à occuper le poste dans la mesure où il est désigné par le chef de l'État. Moi, j'estime qu'une responsabilité publique, qu'elle soit au niveau chef de service, directeur, maire, ministre ou Premier ministre, est une occasion de servir. Et cette occasion de servir mérite d'être saisie pour travailler à essayer d'atténuer les souffrances importantes de nos compatriotes. Ma question se pose sur votre légitimité. Vous n'avez aucune légitimité. J'ai commencé par vous dire que
aucun Premier ministre n'a une légitimité Si quand même, conférée par un le suffrage. Premier ministre est issu du parti majoritaire, Ah, vous, au sortir donc de... vous, votre légitimité, c'est La par légitimité rapport populaire au suffrage populaire. La légitimité, elle est d'abord populaire, mais aussi technique. Moi, Pour votre part, vous n'avez ni légitimité populaire, ni légitimité technique. Moi, ce que je vais vous expliquer, si vous regardez la Constitution, c'est que le président choisit le Premier ministre. Et il n'est dit Au nulle sein part. de la majorité. Il n'est dit nulle part. Du parti qui a remporté. Il n'est dit nulle part que le président choisit le Premier ministre dans tel parti ou dans tel parti. Maintenant, logiquement, le président choisit le Premier ministre dans son camp. Vous, à la sortie de la présidentielle, vous avez recueilli moins d'1%. Je pense que si vous me laissez continuer, vous allez comprendre le sens de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. C'est-à-dire, le président choisit une personne qui le soutient, qui figure en tout cas dans sa galaxie politique, pour mettre en œuvre une politique que lui définit au sens de la Constitution. Et si vous suivez la pratique de la Troisième République malienne, vous vous rendrez compte que souvent des premiers ministres ont été choisis alors qu'ils ne sont même pas politiques. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été candidats à une élection, à fortiori avoir 0%, ils avaient la légitimité technique. Maintenant, la légitimité technique pour vous, c'est quoi? C'est une capacité technique à conduire une action gouvernementale. Oui. Quand vous vous autorisez à dire que moi, je n'ai pas la légitimité technique pour être Premier ministre, c'est que vous émettez un jugement de valeur sur ma personne et sur mes compétences. Pas forcément. Est-ce que vous estimez que moi, j'ai une certaine incompétence technique à pouvoir conduire une action gouvernementale? Est-ce que vous le pensez? Moi, je vous autorise. Je vais juste dire que vous n'avez pas la pratique de l'État parce que vous n'avez jamais occupé une fonction dans l'administration. Moi, je vous autorise. Parce que vous pensez que le Premier ministre doit être quelqu'un qui sort de l'administration. Non, parce que vous n'avez aucune expérience de l'action gouvernementale. Aujourd'hui, nous avons la chance que j'ai passé un certain temps Premier ministre. Donc, il y a le passé, l'exemple du passé qui est là. Moi, je vous autorise à demander tous ceux qui ont eu à me côtoyer comme Premier ministre, qu'ils soient anciens Premier ministres, qu'ils soient ministres, qu'ils soient responsables politiques, à vous dire ce qu'ils pensent de mes aptitudes techniques à conduire l'action gouvernementale. Si vous suivez d'ailleurs, la plupart des critiques qui sont faites à mon endroit, ce sont des critiques par rapport à des actes posés, ce sont des critiques par rapport à la façon, je dirais, de concevoir le travail gouvernemental ou le relationnel. Ce n'est presque jamais des critiques sur l'aptitude technique à conduire l'action gouvernementale. Oui, non, monsieur Mara, je ne dis pas que vous êtes incompétent, je ne le dis pas. Mais je vais juste dire que vous n'avez aucune pratique de l'État. Mais on n'a pas besoin d'avoir été dans l'administration, parce que ce que vous dites, c'est l'administration. Moi, j'ai été maire. La mairie fait partie de l'État. Je vous le signale. Oui, juste moi, j'ai été expert comptable pendant une quinzaine d'années avant d'être Premier ministre. En tant qu'expert comptable, j'ai conseillé l'État. J'ai contrôlé l'État. J'ai évalué l'État. Au point d'émettre plusieurs livres considérés comme des références sur la présentation. Des références par la presse, peut-être pas vous, peut-être vous les avez pas lus, mes ouvrages, par la presse, par les universitaires, par les hommes politiques, aujourd'hui, et qui est aujourd'hui, je pense, l'un des rares livres qui existent sur la présentation de l'État malien, sur le diagnostic de ce qui ne va pas dans l'État malien, et des pistes d'amélioration pour restructurer l'État malien. Observer l'État ne donne pas la pratique de l'État. Il faut avoir exercé l'État. Être capable de diagnostiquer, être capable d'identifier les faiblesses, être capable de dire ce qu'il faudrait faire pour les améliorer, et que ces propositions n'aient pas été considérées par les uns et les autres comme ridicules, considérer quand même que c'est un minimum d'aptitude. On peut avoir été un bon conseiller et n'avoir aucune pratique de l'État. Maintenant, admettons, pour qu'on puisse avancer dans les discussions, parce que je souhaiterais que ce débat qui porte sur beaucoup d'autres choses ne s'arrête pas à ce niveau. Admettons que je fusse incompétent
incompétent techniquement pour occuper le poste de Premier ministre. Illégitime, mais pas incompétent. Non, vous avez dit incompétent techniquement. Illégitime techniquement, illégitime techniquement veut dire incompétent. Les 9 mois que j'ai passés à la tête du gouvernement, demander l'avis et de l'administration, et des leaders politiques, et des compatriotes, si les actes qui ont été pensés, posés, suivis, aient été des actes d'un incompétent. Donc aujourd'hui, je pense, le problème de légitimité politique s'est posé régulièrement. Mara est leader d'un parti politique, qui est un parti qui a un seul député. Lui-même, il n'a pas fait plus de... J'ai fait 1,5% pour la petite histoire aux élections, donc il n'a pas eu beaucoup de voix aux élections présidentielles. Ce n'est pas légitime de le choisir. Mais nous sommes dans un pays où les premiers ministres ont été choisis. Vous étiez même attaqué, même au sein de la majorité présidentielle. Évidemment, et c'est normal, c'est de bonne guerre, puisque dans cette majorité, il y a forcément des personnalités qui ont pensé qu'elle devrait être au poste de Premier ministre. Donc c'est normal que quelqu'un comme moi qui arrive, qui est relativement jeune, qui est dans la majorité présidentielle, mais pas dans le parti présidentiel, c'est normal qu'il y ait des réactions. Mais ce qu'il faut simplement savoir, c'est que nos textes fondamentaux et notre pratique républicaine est de telle sorte que le chef de l'État fixe le là. Il a fixé le là, il m'a désigné, j'ai servi le gouvernement, j'ai travaillé avec lui. À un moment déterminé, il a cru devoir changer, il a changé. La vie continue. Monsieur Moussa Mara, votre nomination, vous êtes très jeune, à quarantaine, répondait à une aspiration politique du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui voulait donner une place centrale à la jeunesse dans la gouvernance du pays. Mais désormais, vos détracteurs pensent que c'est à travers vous qu'on va indexer la jeunesse comme celle qui n'est pas à la hauteur des défis, parce que pour vos détracteurs, vous n'avez pas reçu. Qu'est-ce que vous répondez? Moi, encore une fois, nos compatriotes que nous servons, aujourd'hui, ce sont les juges ultimes et les juges les plus importants de notre action. Parce que après, c'est devant eux que les leaders politiques se présenteront pour requérir leur suffrage. Je vous demande, et ça aurait été peut-être plus intéressant que cette émission soit précédée par un micro-trottoir, une enquête, je ne sais pas si c'est prévu dans vos procédures, pour demander l'avis du citoyen lambda. Mais quand je dis citoyen lambda, ce n'est pas seulement le citoyen quelque part. Ça peut être le chef de service dans l'administration, ça peut être l'élu local, ça peut être le leader politique, pour leur demander s'ils estiment que les 9 mois que Moussa Mara a passé à la primature, au service de l'État et du chef de l'État, ont été un échec ou un succès. Moi, je suis persuadé, et je vous prends le pari, que la réponse va être: ça n'a pas été un échec. Sur quoi vous vous fondez exactement pour dire que vous avez réussi votre action en tant que Premier ministre? D'abord, la première chose, je pense que pendant ces 9 mois, nous avons eu l'occasion d'avoir une pratique démocratique certaine. Déclaration de politique générale du Premier ministre, on en parlera. Débat à l'Assemblée nationale, motion de censure qui participe de la vie politique et du débat démocratique, rejet de la motion de censure. Nous avons eu une vie politique animée avec une opposition pugnace qui s'oppose. Non, on vous envoie pas, on vous nomme pas Premier ministre pour instaurer le débat démocratique. Non, pour vous dire que le débat démocratique participe de l'action gouvernementale. L'action gouvernementale est issue de la démocratie et de la pratique républicaine. Donc, pendant un temps déterminé, nous avons eu ce débat démocratique. Nous avons eu les questions d'actualité. Mais cela n'est pas le fait d'un gouvernement. Les débats démocratiques, il y a le pouvoir, il y a le contre-pouvoir. C'est dans l'interaction. C'est dans l'interaction entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Donc le gouvernement est quand même actrice. Mais vous n'avez pas le choix. Si l'opposition décide de déposer une motion de censure, c'est l'opposition qui a suscité les débats démocratiques. Lisez ma déclaration de politique générale et vous vous rendrez compte que je parle de rendre les questions d'actualité systématiques. Volonté de venir à l'Assemblée nationale, répondre aux questions, aux interpellations des députés, ça c'est un élément qui peut être considéré comme un élément d'actif. Nous avons eu à engager des chantiers dans tous les domaines majeurs de l'activité publique. Par exemple? Nous avons amené dans tous les domaines majeurs de l'activité publique. Je vous donne un exemple précis. Ça c'est le chantier des réformes institutionnelles. Je l'ai annoncé. Le président de la République a fixé les orientations.
Une commission a été mise en place au niveau de la primature et les propositions ont commencé à être recueillies de la classe politique pour ouvrir ce débat. Nous avons la question du Nord. Le processus de paix a été lancé, les discussions d'Alger ont commencé. Aujourd'hui, grâce à Dieu, nous sommes en train d'engager la signature de ces discussions. C'est un chantier qui a aussi été ouvert. Nous avons innové par rapport à la notion de fixer l'action publique autour du résultat et de la redevabilité, à travers les contrats de performance des ministères. Les ministres ont signé un premier contrat de performance au mois de juin. Les ministres ont signé un deuxième contrat de performance en début janvier pour signifier à nos compatriotes que l'action publique s'inscrit dans le cadre de chercher un résultat, les satisfaire et rendre compte. Les ministres sont redevables vis-à-vis du chef du gouvernement sur le chantier de la réforme de la justice. Le ministre de la Justice a mis en place une commission. Cette commission a travaillé, a déposé un premier rapport qui aujourd'hui est en train d'être examiné par le gouvernement. Sur l'ensemble des chantiers, si je vous parle de développement rural, avec le programme sur la maîtrise de l'eau, la réforme de la filière coton, tous les chantiers majeurs de l'État ont fait l'objet d'initiatives. Mais l'État est une continuité. Monsieur Mara, aussi. lorsque vous causez avec le peuple malien, les gens, comme vous le dites, les citoyens lambda, enfin, c'est pas ce que les gens pensent. La réalité, c'est autre chose. Mais parlons des finances publiques. Dans quel état avez-vous trouvé les finances publiques et dans quel état les avez-vous laissées? L'État étant une continuité, nous sommes sortis de la crise budgétairement et financièrement avec le retour des partenaires, disons à partir de la fin de l'année 2013, avec le Premier ministre Oumar Tatambli. Donc, le budget 2014 déjà, qui a été pris par l'État et ensuite que nous avons amendé, ce budget 2014 présentait cette amorce. Donc, nous, quand on arrivait déjà en avril, il y avait un net regain de l'activité économique et il y avait aussi leur incidence en termes de financement. Le processus de Bruxelles était en cours. Donc, nous avons trouvé, grosso modo, les finances publiques en train d'être réhabilitées. Vous avez sans doute entendu le ministre des Finances actuel dire que l'année 2014 a été une année d'une exceptionnelle croissance. Nous avons un taux de croissance de 7% en 2014. Nous avons adopté un budget de 2015 qui a été préparé sous notre direction, qui était un budget de prudence. Et aujourd'hui, l'État est en train de s'organiser pour accroître sa marge de manœuvre budgétaire. Donc ça veut dire que les finances publiques sont dans un meilleur état que ce qu'il était il y a quelques mois. Et j'espère que dans les mois et les années à venir, ce sera encore dans un meilleur état. Monsieur Mara, l'État est en train de se restructurer, de sortir de la crise. Dans quelques jours, on sera le 21 mai, une date douloureuse dans la conscience collective du Malien, du peuple malien. Il y a une année, l'armée malienne a essuyé des sérieux revers à Kidal suite à votre visite très très controversée. Et si c'était à refaire? Si quelle action était à refaire? Si c'était la visite du Premier ministre à Kidal. Oui. Voilà. La visite du Premier ministre à Kidal, c'est une visite qui a fait couler beaucoup d'encre, est une visite qui a été demandée instamment par toute la nation. Je ne dis pas par X ou Y, par toute la nation. Je me rappelle d'ailleurs que lors des débats sur la déclaration de politique générale en fin avril de 2014, des leaders de l'opposition me posaient la question: à quand vous allez aller à Kidal? C'est à quoi j'ai répondu en disant bientôt. Et avant d'aller à Kidal, nous sommes allés à Tombouctou, nous sommes allés à Gao, dans le cadre simplement de ce que j'appelle l'état soucieux des populations. Kidal est malien, incontestablement. Kidal fait partie du Mali. Les Kidalois sont des Maliens. Donc, le Premier ministre que je suis, sur la base des fortes indications du chef de l'État, qui, lors de notre premier conseil des ministres, a demandé à ce que le gouvernement soit un gouvernement de terrain. Le ministre accessible, le Premier ministre accessible, à l'écoute des citoyens, est parti à Kidal pour discuter avec l'administration, pour nous assurer que les services auxquels les Kidalois ont droit, les mêmes
qu'auxquels les Sikasois ont droit, que ces services sont en train d'être fournis. Et que l'administration qui était là-bas, le gouverneur, les directeurs régionaux, les chefs de service, délivraient les mêmes services avec les mêmes moyens. La seule ambition du Premier ministre que j'étais, de partir à Kidal sur la base des fortes indications, comme je l'ai dit tout à l'heure, du chef de Mais l'État. tout le monde vous avait déconseillé, on vous a dit que c'est une visite qui n'était pas opportune, la communauté internationale vous l'a dit, mais malgré tout, vous êtes... D'abord, il faut savoir que la volonté de l'État malien de servir les Maliens n'a pas besoin d'une onction, n'a pas besoin d'une permission. Je pense qu'un État souverain doit fonctionner comme tel. Mais on est dans une situation exceptionnelle quand même, M. Mara. Quelle que soit la situation, que l'État malien serve les Maliens partout sur le territoire ne doit pas être l'objet de discussion. Je veux dire, maintenant, après votre visite, les conséquences, si c'était à refaire. Allons-y étape par étape. Si c'était à refaire, je le referais absolument sans aucune hésitation. Sans aucune hésitation. Donc, je vous dis, nous sommes partis avec cette motivation. Avant de partir, il y a eu effectivement beaucoup de discussions. Mais en aucune manière, je l'ai dit à l'Assemblée nationale, ce que je suis en train de vous dire, personne, ni de la communauté nationale, ni de la communauté internationale, ne nous a dit que si on va à Kidal, nous allons avoir le déluge de feu qui est tombé sur le gouvernorat pendant que nous étions. Et je pense que la communauté nationale et internationale a été témoin de ce qui s'est passé. Ce qu'on nous a dit simplement, comme d'autres des ministres avaient tenté précédemment de partir, le Premier ministre aussi avait tenté de partir, on nous a dit, vous risquez d'avoir des femmes qui vont vous jeter des cailloux. Vous risquez des manifestations de jeunes, des insultes. Monsieur Mara, l'État, c'est des renseignements. Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous auriez pu avoir des renseignements. Mais ce sont les renseignements qu'on nous a donnés. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc il y a... Je l'ai dit partout. Il y a une défaillance quelque part. Personne ne m'a jamais contesté. Et de la communauté internationale. Des services... Doucement. Et de la communauté internationale, c'est-à-dire la MINUSMA, les différents services de coopération qui sont venus me voir. Aucun service, aucun acteur, aucun responsable ne nous a dit, si vous allez à Kidal, il se prépare une attaque armée contre vous. Personne. Je l'ai dit partout, je n'ai jamais été contesté. Ni à l'Assemblée nationale, ni ailleurs. Quand on nous dit, les femmes vont vous jeter des cailloux, on va vous insulter. Moi, dans ma commune, quand j'étais maire, on m'a jeté des cailloux. Dans ma commune. Et moi, dans ma commune, on m'a insulté. Ça fait partie de la vie publique. J'ai dit, moi, je ne suis pas de nature à reculer dans le service de l'État au bénéfice des citoyens parce qu'il y a des cailloux qui risquent d'être jetés sur mon convoi. Un homme politique aussi doit être réaliste. Mais ce n'est pas forcément le cœur. Non, ce n'est pas le cœur qui parle, c'est la raison. C'est si vous pensez aux populations de Kidal, qui sont maliennes, qui souffrent le martyre, vous avez la responsabilité majeure d'aller là-bas et de vous assurer que ceux qui doivent les servir, les serviteurs de l'État, sont en train de le faire comme ils le font à Sikasso ou à Bamako. Moi, j'estime que c'est une responsabilité cardinale d'un responsable public. C'est là d'autant plus, comme je l'ai dit, que le chef de l'État nous a instruits d'aller dans ce sens. Donc, on est arrivé à Kidal. Il s'est passé ce qui s'est passé. Le gouvernorat, qui est le symbole de souveraineté de l'État, a été occupé par des groupes armés qui se sont livrés à des actes innommables. Mais cette visite a fait reculer le processus de paix, monsieur. Il est quand même. Aujourd'hui, nous sommes en train d'achever le processus de paix. Plusieurs personnes disent l'État malien a perdu le Nord à la suite de cette visite. Oui, parce que vous avez envoyé... Le processus de paix a perdu de sa crédibilité. Vous avez improvisé une guerre qui a coûté cher à l'armée, sur tous les plans. Vous avez improvisé une guerre. Personne n'est en mesure aujourd'hui de dire, s'il n'y avait pas eu cette visite à Kidal, où nous en serions aujourd'hui. Personne. Peut-être le processus de paix aurait pris fin avec un accord. Peut-être que le processus de paix n'aurait même pas commencé. Mais il y a aussi que, M. Mara, vous avez improvisé une guerre qui a envoyé l'armée malienne à la boucherie. C'est une lourde responsabilité pour un homme politique qui aspire à diriger le Mali un jour. Il faut savoir, M. Barry, que quand le symbole de souveraineté de l'État, qui est le gouvernorat, est occupé par des groupes armés qui se sont livrés à des actes innommables, il est quand même normal pour une armée
de tenter de récupérer ce symbole de souveraineté. Donc aujourd'hui... Mais une guerre, ça se prépare, on ne l'improvise pas. Ce n'est pas en 5 jours qu'on prépare une guerre. Vous savez, là aussi, je le dis, la défaite, elle est orpheline. Si l'armée malienne avait conquis la ville de Kidal, je pense que beaucoup de pères se seraient autoproclamés de ce qui s'est passé. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui est en train de travailler sur ce qui s'est passé. Depuis plus d'une année. Il faut laisser les parlementaires le temps nécessaire, qu'ils jugent nécessaire, et d'éclairer et la communauté nationale et la communauté internationale sur cet épisode. Le plus important pour moi. Beaucoup de personnes pensent que vous devrez assumer la responsabilité de ce qui est arrivé, l'improvisation de la guerre. Il faut que vous sachiez... Est-ce que vous l'acceptez? C'est vous qui avez demandé à l'armée d'aller attaquer Kidal? Je n'accepte évidemment pas l'improvisation de la guerre, comme je n'accepte évidemment pas tout ce qui a été dit avec des motivations qui sont plus des motivations politiques et politiciennes que des motivations réalistes. Mais moi, je suis un sujet de droit, oui, comme n'importe quel citoyen. La déclaration de guerre, c'est vous qui l'avez lancée, M. Mara. Et ce n'était pas une déclaration de guerre, oui, mais ce n'est pas le plus important. Vous avez dit que l'État malien est désormais en guerre. Regardez vos manuels de droit et vous vous rendrez compte qu'une déclaration de guerre est soumise à un certain nombre de processus. D'abord, c'est le Parlement qui déclare la guerre. Moi, Premier ministre, je travaille sous la responsabilité et conformément aux directives d'un chef de l'État. Je ne l'ai pas oublié, je ne l'oublierai jamais. Mais il n'y a jamais eu de déclaration de guerre. On dit aussi que vous étiez en contact direct avec la hiérarchie militaire. Mais comme je vous le dis. À travers des SMS. Comme je vous le dis. Ah, les fameux SMS. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur mes SMS. Tantôt, vous parlez tout à l'heure des SMS avec le président. Aujourd'hui, c'est avec les... Tout à l'heure, c'est avec les militaires. Moi, je dis simplement que je suis un sujet de droit. Comme vous. Comme n'importe quel citoyen de la République. Je ne suis pas au-dessus des lois. S'il s'avère par enquête parlementaire ou par enquête judiciaire ou par quelque forme d'enquête que ce soit que j'ai été responsable de quelque chose, je suis prêt à me soumettre à la justice de mon pays ou à n'importe quelle autre forme de justice acceptée par mon pays pour rendre compte. Mais pourquoi en tant que Tant que cela n'est pas le cas, en tant que Premier ministre, vous n'avez pas accéléré le processus? C'est dire l'enquête parlementaire, la commission n'a toujours pas rendu son rapport. Vous auriez pu, en tant que Premier ministre, accélérer le processus. Vous avez dit tout à l'heure, enquête parlementaire. Dans un cadre où il y a une séparation des pouvoirs. Vous appartenez à une majorité. Oui, bien sûr, mais il y a une séparation des pouvoirs. Oh, il faut laisser les députés travailler. Les députés travaillent. Ils rendent compte à un moment déterminé de ce qu'ils ont estimé collecter. Vous serez là, vous serez témoins et témoins privilégiés pour rendre compte. Je pense qu'il faut laisser les uns et les autres avancer et se focaliser sur ce qui est en train de se faire aujourd'hui et qui démontre la volonté de paix de l'État malien et du chef de l'État. Beaucoup de personnes ont pensé que nous sommes des va-t-en-guerre. Non. Le chef de l'État, depuis le premier jour de son mandat, il a dit il n'y a pas de solution militaire à une crise politique. Mais vous avez demandé à l'armée d'attaquer. Vous avez dit qu'on est désormais en guerre. Donc, quand vous dites ça à la hiérarchie militaire... C'est que beaucoup de personnes ne le savent pas. Ce qui s'est passé à Kidal... à l'armée qu'on est en guerre, c'est un ordre explicite. Ce qui s'est passé à Kidal n'était pas une tentative de gagner la guerre. Je l'ai dit tout à l'heure. Le symbole de souveraineté de l'État, qui est le gouvernorat, qui a été investi de manière éhontée et au sein duquel il y a eu des actes innommables, l'armée malienne, les forces armées de sécurité maliennes se devaient de récupérer ce symbole. Oui, mais il fallait un minimum de préparation. Mais la volonté de récupérer ce symbole... de préparation, vous les avez jetés à la boucherie. Mais la volonté de récupérer ce symbole n'avait rien à voir... La volonté ne suffit pas. ...avec la guerre. Et avec l'ambition de faire la paix de l'État. La guerre se prépare. C'est juste pour vous dire que la paix est une quête perpétuelle de l'État malien. L'État malien n'est pas un État va-t-en-guerre. Le chef de l'État, qui est le chef suprême des armées, n'est pas un va-t-en-guerre, il l'a toujours dit. Et aujourd'hui, il est en train de le prouver. Je pense que c'est le plus important. Nous sommes au seuil de la signature d'un accord de paix. On en parlera dans... Sur un long processus, un processus de plusieurs mois, et focalisons-nous dessus, et faisons en sorte de comment en sortir avec le maximum d'atouts pour que l'État malien puisse connaître la paix, le Mali puisse connaître la paix, les Maliens puissent connaître la paix, et l'État se refonder
dans les meilleures conditions pour mieux servir les citoyens et faire en sorte que nous ayons plus. Jamais de rébellion sur notre territoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça les enjeux. Monsieur Mara, lors de votre déclaration de politique générale, vous en parliez tout à l'heure, vous êtes prononcé sur un certain nombre de sujets, mais certains de vos propos ont été qualifiés par vos adversaires politiques de mensonges d'État, notamment au sujet de l'avion de l'ancien président Amadou Toumani Touré. Comment un Premier ministre comme vous a pu ignorer qu'il y avait des documents officiels qui existaient au secrétariat général de la présidence de la République? Est-ce qu'on vous a trompé? D'abord, ce n'est pas dans la déclaration de politique générale qu'on a parlé de l'avion. C'est pendant les débats. Maintenant, pour revenir à la question, là aussi, encore une fois, je le dis, je le redis et je le confirme. L'avion qui a été utilisé par l'ancien président, qui a été utilisé pendant la transition, qui est encore ici à Bamako, sous le contrôle de l'État, il n'y a pas d'acte de vente de cet avion. L'avion a été immatriculé. J'ai l'habitude de donner l'exemple d'un véhicule. Monsieur Barry, vous avez un véhicule avec une carte grise qui porte votre nom. Juridiquement, vous avez un acte de propriété du véhicule. Mais ce qui illustre le transfert de propriété à vous, ce n'est pas la carte grise, c'est l'acte de vente. C'est-à-dire la facture d'achat, si vous avez acheté le véhicule auprès de quelqu'un qui vous a délivré une facture, le contrat d'achat ou autre chose. Jamais, je dis bien jamais, et là aussi je n'ai jamais été contredit, nous n'avons eu de contrat d'achat de cet avion. Nous avons eu de factures d'achat de cet avion. Nous avons eu l'immatriculation. Le Mali a immatriculé l'avion ici, sous le symbole de l'immatriculation nationale, mais il n'y a pas de facture. Et encore mieux, dans les comptes de l'État des 10 précédentes années, nous n'avions pas de traces de paiement de cet avion. Si, M. Moussa Mara, il y a un certain nombre d'éléments qui confirment que l'avion acheté sous le président ATT a obéi à toutes les procédures. D'abord, il y a eu l'avis de non-objection de la Banque mondiale, qui est une institution de Bretton Woods. Ah bon? Oui, il y a un avis, et ça c'est officiel. L'IATA a autorisé l'achat. C'est l'IATA qui s'est occupé de toute cette procédure. Au niveau des finances publiques, on a dit que c'est une procédure qui était régulière, et tous les documents existent au secrétariat général de la présidence. Non, Barry. À l'Assemblée nationale, les députés vous ont exhibé tous les documents authentiques. Barry, encore une fois, moi je vous autorise, sincèrement, à mener toutes les enquêtes. Mais les documents existent, c'est des documents officiels. Moi je vous Ils demande. sont au secrétariat général de la présidence. Je vous demande. Ben, moi j'étais Premier ministre, je vous dis que non. Peut-être que vous n'avez pas cherché. Ben non, je vous dis non. Et je ne suis pas connu comme un menteur. Mais à l'Assemblée nationale, les députés vous ont exhibé tous les documents. Personne n'a jamais exhibé un acte de vente de cet avion. On a même vu ça dans la presse. Ce qu'on a vu, je vais vous dire ce qu'on a vu justement pour la petite histoire. C'est un acte notarié par un notaire entre un acheteur et l'État malien qui s'est retrouvé chez un privé qui a été exhibé par certains hommes politiques pour dire, ben voilà, il y a cet acte notarié pour dire que cet avion a été acheté et l'avion a été vendu. Sauf que l'acte notarié, juridiquement, encore une fois, ce que je dis est vérifiable, est un acte établi par un professionnel entre deux personnes. Ce qui fait figure d'acte de vente est établi par le vendeur. Ça, vous le voyez tous les jours quand vous achetez même une chemise. Vous avez un reçu délivré par le magasin de là où vous avez acheté la chemise. Sincèrement, je vous le dis sincèrement. Et encore une fois, je le dis, je vous autorise à chercher et à venir montrer. Monsieur Mara, dans la mesure où il existe tous ces documents officiels, on n'a pas forcément besoin de vous montrer une facture. Sincèrement, ça n'existe pas. C'est la facture qui fait acte de foi. C'est l'acte de vente qui est établi par le vendeur qui fait acte de foi. L'avion a tous les documents authentiques. La première, est-ce que vous avez demandé le premier des documents, pas seulement au secrétariat général de la présidence, d'abord le secrétariat général de la présidence, je suis désolé de le dire, n'est pas la structure appropriée pour avoir les documents d'un appareil qui est enregistré à la défense. L'appareil est enregistré à la défense. Si, quand même, c'est des documents officiels. L'appareil est censé avoir été acheté par les finances. C'est un avion présidentiel. Bien sûr, c'est un avion qui est utilisé par le chef de l'État, mais qui est exploité
par le ministère du Transport, enregistré à la Défense, payé par le ministère des Finances. Aucun de ces services n'avait de documents pour illustrer d'abord la vente, l'achat et pour illustrer le paiement. Quand même, si on achète quelque chose, on le paye. On l'a payé comment? C'est que nous avons dit, nous n'avons pas dit que l'avion n'est pas la propriété du Mali. Nous disons, nous n'avons pas eu d'acte pour illustrer le fait que l'avion est la propriété du Mali. C'est ce que nous avons dit. Et encore une fois, aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les enquêtes qui existent. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire, oui, mais l'avion est immatriculé au Mali. Oui, l'avion est immatriculé, mais l'avion n'a pas de papier qui montre qu'un vendeur lambda a vendu à l'État malien à une période déterminée. À l'Assemblée nationale, vous avez déclaré ceci, des bandits ont endetté le pays pendant des années. Qui sont ces bandits? Aujourd'hui... Pour un homme d'État, c'est des propos qui ne répondent pas aux valeurs républicaines. Mais est-ce que vous savez que ce que la corruption fait comme malheur dans notre pays, c'est que ce terme employé, il est même en deçà de la réalité. Parce que la corruption prive notre pays de ressources qui auraient pu être employées pour loger des pauvres, habiller des pauvres, soigner des pauvres, éduquer des pauvres. Il faut le savoir. Et beaucoup de personnes, sans doute, perdent la vie du fait de l'incapacité de nos structures publiques de santé à faire face à leurs obligations du fait de problèmes de moyens. Regardez, allez dans nos hôpitaux, ainsi de suite. Donc, chaque ressource qui est soustraite des ressources publiques de notre pays, frauduleusement, mérite d'être sanctionné. Et tout responsable qui s'adonne à cela mérite d'être sanctionné. Qu'est-ce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'opérations d'achat qui ont été engagées par un certain nombre de responsables publics en dehors de toute procédure budgétaire, puisque les sommes n'étaient pas inscrites dans le budget. Le budget prévoit 100 000 francs, on consomme les 100 000 francs, mais on continue à acheter pour 2 ou 3 millions. Et après, à un moment déterminé, on essaie de régulariser cela. Oui, mais sous votre gouvernance, on voit que ça a augmenté. Si on se réfère au dernier rapport du vérificateur général, 153 milliards de francs CFA détournés. Vous savez, chaque année, suivez les rapports du vérificateur et vous vous rendrez compte que c'est à peu près les mêmes situations. Et ça depuis plusieurs années. Cela met en évidence un caractère structurel de ces manœuvres. Caractère structurel qui nécessite des actions de fond et des actions de long terme. Et beaucoup de ces actions ont été engagées déjà sous le précédent gouvernement Martha Tamli. Et beaucoup d'actions ont été engagées sous notre gouvernement. Et je pense que beaucoup d'actions continueront à être engagées sous le gouvernement suivant. Mais il faut que nous sachions que pour lutter contre la corruption, ça prendra du temps. Il faut une forte volonté politique. Il faut une capacité des leaders politiques à entraîner l'administration dans leur sillage. Il faut un corps judiciaire qui soit à la hauteur de ces attentes et qui travaille selon le bon rythme. Moi, j'ai déploré personnellement que tous les dossiers de contrôle, une centaine de dossiers de contrôle pendant le temps où j'étais Premier ministre, ont été transmis à la justice, au pôle économique, du tribunal de la commune 3 qui gère ces questions-là. Et malheureusement, on n'a pas eu de procès, on n'a pas eu de mise en accusation. Donc l'administration judiciaire est lente, l'administration judiciaire a des difficultés sans doute. Il y a peut-être d'autres éléments qui justifient cette situation, mais c'est quelque chose qu'il faut déplorer. Condamner quelqu'un, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est la justice qui le fait. C'est un tout. Lutter contre la corruption, ça prendra du temps. Mais il ne faut pas qu'on se décourage. Monsieur Mara, qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui pensent que vous êtes un arriviste politique? Apparemment, vous avez préparé l'émission à partir des dires de mes détracteurs. Non, pas forcément. J'espère que vous me poserez pas forcément. Au moins quelques questions de mes admirateurs. J'espère. Pas forcément. Et j'espère que je ne rêve pas en vous le demandant. On a parlé de vos qualités dans l'introduction. Non, ça ne me gêne pas. Sincèrement, c'est de bonne guerre. Vous savez, si vous suivez mon parcours, moi je suis un expert comptable. Et un expert comptable qui travaille dans le même cabinet depuis 1996, donc depuis presque 20 ans, que j'ai dirigé pendant un certain temps. Aujourd'hui, je suis associé de ce cabinet.
cabinet Diarra. Le cabinet d'expertise comptable Diarra qui travaille au Mali, qui travaille dans 15 pays en dehors du Mali, qui est un des plus importants cabinets au Mali. Pendant que, entre parenthèses, pendant que vous étiez Premier ministre, vous aviez arrêté entre-temps, vous n'avez pas envoyé certains marchés là-bas, j'espère. C'est vérifiable. Le cabinet a même perdu du chiffre d'affaires pendant le temps où j'étais Premier ministre. Aujourd'hui, mon parcours, c'est celui d'un expert comptable qui, à un moment déterminé de sa vie, parce que la vie politique, ce sont des moments. Moi, je conçois la vie politique comme un tel, a cru devoir s'engager, accepter de perdre de l'argent, parce que la politique, pour moi, je l'ai dit là aussi clairement, c'est une dépense, ce n'est pas une recette. Je perds de l'argent dans la politique. Mais on investit, ça peut produire demain. Et mon patrimoine a baissé pendant le temps où j'ai été Premier ministre. Je perds de l'argent, je l'ai dit. Ah bon? Moi, je gagne en tant qu'expert comptable 7 fois plus que ce que je gagne en tant que ministre. Et 5 fois plus que ce que je gagne en tant que Premier ministre, pour la petite histoire. Donc, c'est un expert comptable qui a un moment déterminé. En parenthèse, un Premier ministre, il gagne combien? Le Premier ministre au Mali, j'ai honte de le dire, il gagne un peu plus d'1 million de francs CFA par mois. Oui, mais il y a la caisse noire aussi. Ça, oui, c'est quelques milliards quand même. Ah non, la caisse noire n'a absolument rien à voir avec quelques milliards. C'est quelques millions. Ça, je peux vous assurer de ça. Et donc, à un moment déterminé de sa vie, qui dit, je vais servir. Je veux rendre un peu de ce que ce pays m'a donné. Nous sommes allés à l'école. Moi, j'ai fréquenté l'école publique, le lycée public. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui a pu m'envoyer à l'extérieur du pays faire des études supérieures. Mais le temps que j'ai passé ici, ce que le pays m'a donné, il faut que je le lui rende. Et quand nous avons la chance aujourd'hui de comprendre les choses, de pouvoir se prendre en charge, nous tous, y compris vous d'ailleurs, Barry, qui faisons partie de l'élite, moi j'estime que nous devons rendre un peu à nos compatriotes, sous une forme ou une autre. Et la politique, pour moi, c'est la forme la plus noble de servir les compatriotes. Maintenant, les politiciens, malheureusement, ont fait de la politique un métier qui n'est pas très populaire, il faut le reconnaître, mais la politique est noble. Donc, accepter de servir à la base, comme dans les associations, comme maire, comme conseiller municipal, servir comme ministre, servir comme Premier ministre, pour moi, c'est passer une partie de mon temps au service de mes compatriotes pendant un temps déterminé et après la vie continue. Aujourd'hui, je suis expert comptable. Est-ce que vous sentez, comme beaucoup de personnes ont eu à le dire, sur mon visage, dans mon comportement, un être qui est frustré ou un être qui est revanchard? Surtout pas. Dans votre action politique, vous avez des affinités paradoxales. On se rappelle, au temps d'Amadou Toumani Touré, vous l'avez côtoyé. Son successeur, le capitaine Amadou Aya Sanogo, vous l'avez côtoyé, vous avez été l'un des premiers hommes politiques à Kati, vous l'avez soutenu. John Kounda, vous étiez très proche de lui. Moussa Traoré, vous êtes très proche de lui. Ibeka, sauf le président Alpha Omar Konaré. Est-ce que vous pensez... Enfin, c'est paradoxal comme rapport, non? Les démocrates, les pushistes. Essayez de regarder dans la classe politique malienne les positionnements de beaucoup de leaders. Vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup plus de paradoxes que cela. Moi, j'ai la chance, j'estime que c'est une chance, d'être indépendant de la politique. Je n'ai jamais fait campagne pour être responsable public, sauf pour être élu. Je n'ai jamais cherché à être ministre, je le dis clairement. Je n'ai jamais cherché à être Premier ministre, je le dis clairement. Mais vous n'avez pas refusé non plus. Ah, mais bien sûr, je n'ai pas refusé parce que pour moi c'est servir. Mais ce qui est le plus important, c'est chercher, faire campagne. Aujourd'hui, oui, mais on ne fait pas campagne pour devenir ministre. Regardez ce qui se passe au Mali. Ministre. Regardez un peu ce qui se passe au Mali ou même ailleurs. Je pense qu'on peut même le généraliser. Les gens cherchent à être ministres. Oui, mais on fait campagne pour être élu, mais pas pour être nommé. Les gens font campagne, mais ce n'est pas une campagne électorale. Ah, ok. On fait du trafic d'influence, on fait tout ce on fréquente les marabouts, ainsi de suite, ainsi de suite. Les gens cherchent à être ministres. Vous avez fréquenté les marabouts? Jamais, au grand jamais, je n'ai cherché. Mais vous avez cherché de l'influence. Vous avez cherché de l'influence. Ce que j'ai. Avoir l'onction du président Moussa Traoré. Je vais vous expliquer. De John Kounda je vais vous expliquer. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de servir de manière désintéressée mon pays. Mes relations avec Moussa Traoré, ça c'est plutôt des relations familiales. Moi, j'ai pas... Moussa Traoré, quand il était responsable public, en 91, j'étais au lycée. Oui, mais il peut avoir une certaine influence. Non, juste pour vous dire que
Mes relations ne sont pas politiques avec Moussa Traoré. C'est plutôt familial. ATT, à un moment déterminé, a senti le besoin d'accompagner un jeune qui pose des actes positifs dans sa commune. Moi, j'ai connu ATT quand j'étais leader associatif en commune 4. On m'a présenté à ATT comme un jeune leader associatif qui pose des actes, il fait des ponts, il travaille avec des groupements de jeunes, de femmes. Il dit, ah, c'est une bonne chose, il faut que ce leadership-là, on puisse le mettre en avant. La plupart de mes relations avec ATT sont parties de là. Quand il y a eu le coup d'état militaire en 2012, beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, Imara est devenu le conseiller des militaires de Kati. Quand l'État est par terre et que l'État est entre les mains de responsables qui se cherchent, c'est vraiment le mot, qui se cherchent. Moi, j'estime qu'il est du devoir de tout responsable d'essayer de faire en sorte que par leurs actes, ils ne fassent pas simplement disparaître l'État. Si Amadou Aya Sanogo pouvait témoigner, j'espère qu'un jour il va témoigner, mais ses compagnons, c'est celui qui condamne toute prise de pouvoir par des voies inconstitutionnelles. Le coup d'État a été condamné par notre parti. On nous a reproché les formes dans lesquelles nous avons condamné le coup d'État, mais il a été condamné par notre parti. Mes relations avec Djongouda, c'est la même chose. Djongouda, lui, il est vivant. Le président Djongouda est vivant. Monsieur Mara. Non, juste, c'est pour vous dire qu'il faut que vous compreniez que ce que beaucoup de personnes pensent pour l'opportunisme, c'est une volonté de servir et de faire en sorte que les choses marchent. Êtes-vous candidat à la mairie du district de Bamako pour faire comme un certain Jacques Chirac, l'ancien président français? Aujourd'hui, c'est une réflexion que je suis en train de mener. Moi, évidemment, je suis un adepte de la décentralisation. Je suis un soutien inconditionnel de la décentralisation. J'ai été maire. Et donc, j'estime que être maire de Bamako aujourd'hui est une voie de servir cette capitale qui est le cœur de notre pays. Bamako, c'est plus de 3 millions d'habitants. Ouais. Donc, c'est une réflexion. Et le moment opportun, je n'ai jamais dissimulé mes ambitions, j'ai jamais dissimulé ma volonté, j'ai jamais dissimulé ce que je souhaite faire. Puisque ce que je souhaite faire a toujours une motivation, je me prononcerai le moment venu. Aujourd'hui, je suis dans les réflexions, je suis dans l'écoute de nos compatriotes de Bamako et je suis dans l'expectative. Récemment, on vous a vu chez certains leaders de l'opposition, et ce qui a retenu surtout l'attention d'un certain nombre d'observateurs de la scène politique. Vous avez été voir les chefs de file de l'opposition. Or, à l'Assemblée nationale, vous avez eu des propos très peu républicains à son endroit. Il doit avoir une morale en politique, non? Je suis allé rencontrer le président Soumaïla Cissé, le président Tcheblin Dramé. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer le président Modibo Sidibé, mais j'ai parlé avec lui au téléphone. Dans un seul but, c'est de venir participer à un colloque organisé par le Centre d'études et de réflexion au Mali. J'étais ici à Africable pour en parler il y a quelque temps avec le président de ce centre, Ousmane Sy, afin qu'ils viennent faire bénéficier à ce centre leur expertise proclamée, puisque beaucoup d'entre eux disent qu'ils connaissent les questions du Nord, ils se prononcent régulièrement sur les questions du Nord. La seule raison pour laquelle je suis allé les voir, c'est celle-là. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et pour la petite histoire, les discussions à l'Assemblée nationale, c'est un registre politique. La politique, quelquefois, c'est carnassier. Vous vous étripez littéralement à l'Assemblée nationale dans les débats publics. C'est normal. C'est pour que les concitoyens ce Mali que vous connaissez tant, c'est un pays de valeur. Normal. Je n'ai manqué de respect à personne. On m'a posé une question, j'ai répondu. On m'a piqué, j'ai piqué en retour. C'est normal, c'est la politique. Mais j'ai les meilleurs rapports personnels avec Soumaïla Cissé, avec Tcheblin Dramé, avec Modibo Sidibé. Aujourd'hui, ils sont dans l'opposition et je suis dans la majorité. Vous n'avez pas de meilleur rapport parce qu'ils ont refusé de participer à la rencontre que vous avez organisée. Ils ont refusé de participer à cette rencontre pour des raisons qui leur appartiennent. Non, mais on vous a demandé de justifier vos rapports avec les pushistes de Kati, votre visite controversée de Kida. Ça, c'est Tcheblin Dramé. Oui. C'est Tcheblin Dramé, ce n'est pas Soumaïla Cissé. Oui, je sais, c'est voilà. Tcheblin, oui. Tcheblin Dramé. Il vous a adressé un mail. M'a adressé un email pour dire, pour qu'il puisse venir au colloque pour parler des questions du Nord, il faut que je justifie qu'est-ce que je faisais avec les militaires putschistes, entre autres. Est-ce que vous pensez que c'est cohérent?
D'abord, deux activités. Il ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Il n'a pas à être à la même cérémonie que vous. D'abord, c'est deux activités qui n'ont rien à voir. Activité politique, activité intellectuelle. Un. De deux, ce colloque n'a rien à voir avec ma personne. Je ne suis pas président de ce centre. C'est moi qui ai fait le déplacement pour aller les rencontrer, mais je ne suis pas président de ce centre. Quand même, dans le marketing, il y a d'autres personnes qui sont présidentes de ce centre. Dans le marketing, ce n'est pas une bonne image peut-être pour eux, non? S'ils estiment qu'ils ne partagent pas les mêmes valeurs. Ils sont libres d'en déduire ce qu'ils veulent. Moi, je dis simplement que venir participer à un colloque, donner des idées, travailler intellectuellement, d'ailleurs au service de son pays, puisque ce centre est une association qui a pour ambition de réhabiliter la fonction intellectuelle dans notre pays, c'est qu'eux aussi ils demandent d'ailleurs, venir participer à cet exercice et estimer que c'est parce que le Premier ministre Mara ou parce que Moussa Mara, avec qui nous avons des contentieux politiques par le passé, serait là, franchement, c'est le jour et la nuit. Comme on dit en Bambara, bonsoir, et votre père n'a pas payé ses dettes là, ce n'est pas la même chose. Monsieur Mara, j'aurais voulu un comportement d'une autre hauteur. Mais je ne désespère pas. La monnaie. Je ne désespère pas que lors de prochaines activités du centre, qu'ils puissent venir participer avec un peu plus de compréhension. Le jour où nous sommes opposés dans les débats, les questions qu'ils m'ont posées, ils pourront me les poser, vous me les avez posées aujourd'hui. Je n'ai lu généralement aucune question dans les débats. Mais le cadre n'est pas le même. Quelle est votre référence politique? Chaque jeune a un leader. Moi personnellement, j'ai un profond respect pour deux grands leaders africains. Pour des raisons qui ne sont pas les mêmes. Mandela, évidemment. Je pense que tout leader africain aurait un profond respect pour Mandela, pour sa capacité de réconcilier, de pardonner et sa capacité de renoncer aux délices du pouvoir. Il a fait 27 ans de prison, il est sorti, il a pardonné. 27 ans de prison. 27 ans, c'est une génération. C'est beaucoup dans une vie. Moi, j'ai 40 ans, je suis bien placé pour savoir que 27 ans, c'est beaucoup. Ensuite, il a eu un mandat. Et il a volontairement accepté de quitter le pouvoir après un mandat. Ce qui aujourd'hui ferait vraiment pâlir de jalousie beaucoup de leaders sur notre continent. Donc pour ces deux raisons fondamentalement. Ensuite, Thomas Sankara. L'ancien président du CNR qui a dirigé le Burkina en 1983 et 87. Pour la cohérence entre le discours et les actes. Je pense qu'en Afrique, nous devrons aller vers ce type de leadership. Quelle que soit l'idéologie, le programme qui sont discutables, l'action qui elle-même est discutable, où il y a des éléments positifs et négatifs, mais nous, leaders politiques du continent, nous devrons apprendre à avoir une cohérence absolue entre ce que nous disons et ce que nous sommes, entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Pour cette raison, Sankara est un modèle absolu pour moi, et pour les deux raisons évoquées, Mandela aussi est un modèle important pour moi. On est à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire au peuple malien pour terminer? Juste 30 secondes. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos compatriotes au Mali, nous avons besoin de nous rassembler pour aller vers la paix, derrière les autorités, les accompagner du mieux que nous pouvons. Plus que jamais, le Mali a besoin des Maliens. Nous remercions évidemment nos frères africains qui ont accompagné le Mali et nous demandons toujours à ceux qui continuent à nous accompagner, la communauté internationale, la même chose, qui continue à accompagner le Mali et que le pays sorte durablement de la crise pour le bonheur de ses compatriotes, mais aussi pour le bonheur de toutes les populations de la bande sahélienne qui n'ont que trop souffert de ce qui s'est passé. Moussa Mara, merci d'être passé nous voir. Merci beaucoup, Barry. Merci. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission qui recevait Moussa Mara, ancien Premier ministre du Mali, président de Yelema, un parti politique du Mali. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite de programmes sur la première chaîne panafricaine. À bientôt.